Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. On a cru voir un signe positif depuis que Moscou a ordonné mardi le retour des soldats mobilisés près de la frontière ukrainienne et a dénoncé l'hystérie infondée des États-Unis. Et on a cru discerner le début d'une éventuelle désescalade, mais pas vraiment, puisque la Russie a dénoncé une attaque de l'armée ukrainienne contre la République de Lougansk. Alors, où en est-on dans cette crise et de quelle manière la médiation européenne pourrait-elle contribuer à parvenir à une solution? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hirozin, commandateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Xu Bing, spécialiste en relations internationales, également Elsa Sureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. L'agence de presse russe Sputnik rapporte que l'armée ukrainienne a tiré des obus de mortiers et des grenades sur 4 localités de la République populaire autoproclamée de Lougansk. Ces dernières années, des tirs sporadiques ont été signalés dans les régions tenues par les rebelles des deux côtés, mais une escalade pourrait alimenter les tensions entre la Russie et l'Occitan. Depuis le mois dernier, la Russie a rassemblé des troupes près de la frontière avec l'Ukraine, tout en exigeant que l'OTAN s'engage à ne pas accepter Kiev comme membre de l'Alliance. L'Occitan a menacé Moscou de nouvelles sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine. Mais Moscou a démenti à plusieurs reprises ces dernières accusations. Monsieur Xu, est-ce que ça vous surprend, cette dénonce de l'attaque de la part de l'Ukraine? Pas vraiment. Moi, je pense que c'est justement comme une pièce théâtrale, et maintenant, c'est la première séance, c'est terminé. Bien sûr, bon, il y a d'abord déploiement, mobilisation, l'exercice militaire pour faire maximum de pression. Et maintenant, c'est à un certain moment donné, les gens disent, voilà, il est moment de faire un bilan pour préparer la deuxième, je dirais, round ou la deuxième séance. Tout en, je dirais, de contrôler ces actions dans le territoire proprement dit de la Russie, sans vraiment être, disons, sortir des frontières. Là, c'est un point très important pour observer l'évolution de la situation. Donc vous pensez que c'est une pause d'une partie d'un scénario de la crise? Tout à fait. Moi, je pense que chaque partie maintenant doit faire un bilan pour la Russie. Bien sûr, je pense qu'il fait certaines revendications. Au début, c'est un peu de négligence. Et après, hésitation sans jamais, disons, garantie de la part, je dirais, de l'Occident. Mais la Russie a aussi, je dirais, arrive à ses limites. Est-ce que commence à se, je dirais, calculer et concevoir la prochaine action? C'est là aussi une question, je dirais, pour Kremlin. Il faut penser que aussi le président Poutine a aussi pas mal de pression à l'intérieur quand il se pose ce genre de revendications. De côté de l'Occident, on est au début, je dirais, pas suffisamment prendre en considération la revendication de la Russie. Et maintenant, on est obligé, disons, que revenir sur la table de négociation sans pour autant que l'Europe et les Américains, y compris l'Ukraine, fait un certain consensus suffisant pour avoir, disons, une position, je dirais, de consensus entre les trois. Et bien sûr, donc les choses se traînent, mais un point, c'est bien vraiment que par rapport à une certaine ambiance de conflit immédiat, maintenant, on est relaxé un peu, on se souffle. La première phase, c'est terminé, mais je dirais, le bras de fer de volonté, de position va encore continuer. Oui, c'est vrai qu'on se trouve qu'après des semaines et des semaines de pourparlers, de rencontres, de menaces, on se trouve un peu dans une impasse. Et peut-être que l'annonce du retrait russe, c'était pour débloquer un peu la situation, pour lâcher du lest. Et maintenant, il y a des accusations sur le fait de ces attaques à Lougansk. Alors, bien sûr, c'est seulement pour l'instant, c'est seulement une annonce de la presse de la part de la Russie qui accuse l'armée ukrainienne d'avoir lancé une attaque contre la République Lougansk. Mais bien sûr, l'Ukraine a nié tous ces faits. Et Elsa, est-ce que ça surprend aussi
le monde européen, cette accusation? Écoutez, moi je suis la première surprise, vous m'apprenez quelque chose parce que ici personne n'est au courant. Je veux dire la dernière, et pourtant je suis le fil info avec grande attention sur le dossier ukrainien. La dernière nouvelle qu'on a, c'est 9h04, la Russie annonce un nouveau retrait militaire de Crimée. Il n'est absolument pas question pour l'instant de ces attaques russes en Ukraine que l'Ukraine aurait déjà démenti. Bon, ça vient de l'agence de nouvelles russes Sputnik, donc peut-être que du côté européen on a déjà cette info, mais on cherche peut-être à la vérifier. Donc pour l'instant ça n'est pas public en Europe, donc voilà, vous m'avez appris quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe. Alors est-ce que c'est juste dans le prolongement du conflit qui a déjà en cours depuis 2014 dans le Donbass? Je ne sais pas, je préfère accueillir ce genre de choses avec des pincettes, tout comme on devrait utiliser les mêmes pincettes pour les informations qui viennent du côté américain, je pense, mais pour l'instant ici il n'est pas question de ces attaques-là. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que suite à justement à la présence de soldats russes à la frontière avec l'Ukraine et le fait qu'on ait évacué un peu les ambassades des différents pays occidentaux, il faut aussi rappeler que les observateurs qui se trouvaient dans le Donbass, donc les observateurs européens qui sont là pour vérifier si les accords de Minsk sont bien vérifiés, sont bien respectés, pardon, et ben eux aussi on leur a dit de partir parce que ça pouvait être dangereux et que la guerre pouvait éclater à tout moment. Donc, s'ils sont encore là, est-ce qu'il y en a encore pour pouvoir vérifier des observateurs qui soient neutres? Ça, c'est un problème. On ne sait pas encore si... Donc, il faudrait des observateurs neutres pour pouvoir vérifier ce genre d'allégations. Donc, ça peut être démenti par l'Ukraine. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est difficile à dire pour l'instant. Donc, cette annonce n'est pas encore arrivée en Europe. Mais pourtant, les Américains, par exemple, les Américains, ils accusent la Russie à déployer 7000 soldats supplémentaires après l'annonce de retrait russe. Est-ce que c'est arrivé en Europe, cette annonce, cette information? Et pourtant, c'est aussi une information à vérifier. Et donc, est-ce qu'il y a une sorte de blocage de circulation? Du côté américain, vous voulez dire? Oui. Ah oui. Ah bah ça, par contre, ça tout le monde le sait. C'est toujours, c'est aussi une information à vérifier, mais pourtant, c'est une information bien circulée en Europe. Et pourtant, de toute façon, mais ça, c'est l'histoire du journalisme occidental. On prend beaucoup de pincettes pour certains côtés et beaucoup moins de l'autre, mais ça, c'est comme ça. Et le problème, c'est que, alors effectivement, l'information américaine selon laquelle aucune troupe russe ne se serait retirée alors qu'on a vu des images. Alors, est-ce que ce sont des images? C'est pareil. En fait, il faut vraiment être très très prudent avec toutes les images qui parviennent de tous les côtés. Nicolas l'a dit, on n'a plus d'observateurs entre guillemets impartials sur place, donc il faut vraiment faire très attention. Mais en fait, vous savez que les Américains ont décidé d'opter pour une stratégie de peur, en fait, de faire peur à tout le monde, la stratégie de la panique. Et en fait, elle gagne du terrain en Europe parce qu'il y a un sondage qui a été réalisé hier dans 7 pays européens par le CFR qui a demandé aux gens: est-ce que vous pensez qu'une attaque russe est possible en 2022 sur l'Ukraine? Et il y a 51% des Français qui pensent que oui, c'est possible qu'une attaque russe se produise en Ukraine. Mais tout ça, c'est parce que les Américains ont martelé, disant qu'il y aurait une attaque dans 48 heures avant la fin des Jeux Olympiques, le 16 février. D'ailleurs, on peut féliciter entre guillemets Vladimir Poutine qui a joué un beau coup en retirant ses troupes le jour où les Américains avaient annoncé la grande invasion. Donc là aussi, en fait, chacun avance ses pions comme il le peut. Il y a beaucoup de désinformation là-dedans. Je pense qu'en fait, plus qu'une guerre militaire, on tourne vraiment à la guerre de l'information et elle est peut-être aussi au moins dangereuse qu'une guerre militaire. Oui, sur ce point, maintenant, on est vraiment... qu'on veut ou qu'on ne veut pas, on est victime de cette guerre propagande et informationnelle. Je pense, oui, disons les grands capitales, que ce soit les pays européens ou même le Japon, la Chine et les États-Unis et la Russie, possèdent un réseau complet de satellites, de repérage. Je pense que l'état-major savent bien est-ce qu'il y aurait vraiment un risque d'attaque ou l'invasion totale. Cela dit, moi je pense que les médias, largement contrôlés par les financiers, peuvent sélectionner, peuvent arriver, mobiliser, faire bouger, je dirais, l'opinion publique. Comme, disons, Elsa a bien montré, voilà, les gens se croient, le public se croit, ça crée de panique, ça crée aussi, je dirais, une certaine de croyance concernant, disons, le bien et le mal, etc. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'abord sur l'Ukraine,
je ne pense pas que une invasion hypothécaire de la Russie est quelque chose de réalité, quelque chose d'éventualité. En revanche, sur, je dirais, l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass, Lugansk ou d'autres républiques autoproclamées, là, ça pourrait être, je dirais, un lieu de trouble. Parce que finalement, c'est que pour la Russie, leur intérêt, c'est plutôt de consolidation de leur gain de cause. Tandis que l'Ukraine accepte vraiment contre cœur très très mal la perte éventuelle définitive de cette partie. Donc dans l'exécution de l'accord de Minsk, on le sait depuis 6 ans à 7 ans. C'était surtout du côté de l'Ukraine. Il y a certaines actions qui ont d'avancement ou de prise petit à petit, etc. Et cela dit, il est trop naïf de dire que la Russie reste à bras croisés. En réalité, c'est que la Russie peut utiliser, soit, disons, sous forme de sociétés ou de compagnies spécialisées, soit sous la forme, disons, de volontaires, comme Wagner ou d'autres, pour donner le soutien logistique et je dirais technique Et donc, vous pensez que local. C'est pas ça complète la situation. La dénonce de Moscou sur l'attaque de l'Ukraine, est-ce que ça laisse entendre qu'il a tout à fait raison, qu'il a sa raison de mener une attaque par la suite? Monsieur Su. Oui, je pense pas, comme je le répète déjà plusieurs fois, je pense pas qu'il y aurait vraiment une attaque. Cela dit, moi je pense que c'est essentiel, c'est de voir, je dirais, les moyens disposés, mais aussi l'objectif final de la Russie. C'est comme une sorte de vente aux chairs. On dit, par exemple, quand on dit la Russie avait proposé certaines revendications, et certains apparemment irréalisables, certains peut-être c'est vraiment ce qu'il veut, c'est-à-dire non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Là, c'est plus important pour sa sécurité. En revanche, l'attaque comme un choix, quand on pense à la situation économique, financière, et je dirais les liens économiques, surtout entre la Russie et l'Union européenne. Je ne pense pas que c'est vraiment comme une sorte de but de mobilisation de la part de la Russie. Et sur ce point-là, moi, on les voit aujourd'hui, il y a 3 catégories des acteurs. Il y a d'un côté la Russie et l'Ukraine, qui sont vraiment ce sont des acteurs, disons, directement concernés. Et deuxième, ce sont les médiateurs. Bien que chaque médiateur, comme la France et l'Allemagne, a ses intérêts, mais ça montre surtout que les pays européens ne veulent pas être entraînés dans ce conflit, je dirais, destructif pour chaque partie. Notamment, je pense qu'il y aurait une sorte de calcul, disons, géoéconomique, c'est-à-dire pour la sécurité énergétique de l'Europe. On ne veut pas une sorte de rupture et entrer vraiment, se transformer cette dépendance énergétique de l'autre côté, auparavant plutôt entre la Russie et l'Europe, aujourd'hui en une sorte de, je dirais, de bateau transatlantique, c'est-à-dire on tombe de nouveau de dépendance énergétique de l'autre côté de l'Atlantique, au-delà. Et le troisième, moi je dirais, personnellement, je crois, c'est emmerteur. Emmerteur, c'est plutôt les Américains, c'est les Anglais qui le suivent. Leur calcul, leur but, c'est de consolider, de faire avancer l'OTAN, faire avancer, je dirais, leur pion et consolider, je dirais, de stopper une certaine tendance de centrifuge de l'Europe, c'est-à-dire consolider cette solidarité, cette alliance transatlantique à leur calcul géopolitique. C'est là que c'est pas tous les pays européens acceptent, je dirais, totalement. Là où on a une certaine dissension de taille entre Washington et Bruxelles. Et enfin, je dirais que les médiateurs européens montrent aussi ses limites. D'une part, c'est que tous les pays européens ne sont pas unanimes. Et donc, Nicolas, est-ce que vous pensez qu'on est, comme M. Su, je pense, on n'est pas sur le point de voir une guerre se déclencher? Non, en fait, malgré toutes ces provocations. Le président Poutine avait bien dit il avait dit qu'il voulait pas attaquer l'Ukraine, que c'était pas son objectif, mais que par contre, si jamais dans la République
les militants pro-russes étaient attaqués dans les régions du Donbass, alors la Russie se permettrait d'intervenir. Donc en gros, si on menace des civils russes ou des gens qui sont pro-russes, dans ce cas-là, ils se réservent le droit de réagir. Réagir comment? Peut-être pas avec une guerre à grande envergure, mais peut-être en envoyant effectivement des conseillers aussi militaires, des armes, utilisant aussi peut-être des paramilitaires. Donc des agences comme ça qui sont pas vraiment, qui appartiennent pas vraiment à l'armée russe, mais qui peuvent travailler en collaboration avec l'armée russe. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt une guerre, je dirais, locale, des combats locaux au niveau de l'Est de l'Ukraine. Donc ça, c'est fort possible. Et dans ce cas-là, le moindre prétexte pourrait amener ce genre de conflit, en fait, des conflits localisés dans l'Est de l'Ukraine, peut-être qui amènera une sécession de l'Ukraine entre l'Ouest et l'Est. Ça, c'est fort possible, et je pense que c'est une des options qui est possible. Du côté américain, je dirais que c'est vrai qu'ils ont été pris un peu au dépourvu aussi avec l'annonce du retrait des troupes russes, et peut-être qu'ils ont eu l'impression de perdre un peu la face par rapport à tout ce qu'ils avaient dit. En tout cas, eux, ils croient pas un mot de tout ça. Non, mais c'est pas parce que c'était pas dans leur discours. Alors que d'un coup, c'est un peu voilà, comme si un gros ballon venait de se dégonfler, quoi, une baudruche. Donc ils se retrouvent là sans adversaire entre guillemets. Alors avoir fait tout ça pour rien, je dirais que c'est un peu perdre la face. Donc pourquoi pas dire, bah non, donc ils accusent c'est un que mensonge. la Russie a déployé 7000 soldats. Voilà, des pièces d'artillerie lourdes, des blindés. Elle a dit, ils ont même des hôpitaux en cas d'attaque, de conflit, les hôpitaux pour rapatrier des blessés, pour les soigner. Donc ça veut dire que l'attaque, au contraire, est de plus en plus proche. Donc ils continuent encore dans ce discours de l'attaque qui est vraiment proche. D'un côté, les Russes disent qu'ils veulent faire un retrait. C'est un peu compliqué de démêler qui dit la vérité dans ce cas-là. Et avec ces incidents en Donbass, c'est vrai que là, si ça s'avère exact, ça peut mettre un peu le feu aux poudres. Et le ministre russe de la Défense a annoncé ce mercredi que certaines unités avaient commencé à retourner vers leur garnison et dénoncer l'hystérie occidentale autour de la présence de soldats russes à la frontière ukrainienne. Et de son côté, Kiev s'est félicité d'avoir empêché une escalade. Reportage depuis Paris. L'OTAN dit ne constater aucun signe de désescalade en réaction à l'annonce de la part des autorités russes ce mercredi du repli d'une partie des troupes déployées près de la frontière ukrainienne. Cette décision de Moscou contraste avec les récentes mises en garde de responsables américains sur une possible invasion militaire imminente de l'Ukraine. C'est plus l'annonce que la réalité du message qui est importante. Sur le fait que, évidemment, puisque nous sommes dans une logique de jeu d'échecs ou de jeu de go, c'est une déclaration qui répond à une autre. Donc les déclarations bellicistes des dernières heures, émises par les services de renseignement américains, par le Conseil national pour la sécurité américaine Jake Sullivan, ou par la ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss, qui s'est rendue à Moscou ces dernières heures, laissaient entendre que l'attaque était imminente, allant même jusqu'à désigner la date de mercredi, dans quelques heures, pour le début du processus d'invasion de l'Ukraine. Face aux déclarations alarmistes américaines, l'Ukraine n'a cessé d'appeler au calme tout en réaffirmant son souhait de rejoindre l'Alliance Atlantique, l'OTAN, ce que refuse Moscou. Le président Vladimir Poutine a exactement ce qu'il veut. Tout le monde vient le voir à Moscou et non pas le contraire. Tout le monde l'invite à la table de négociation et tout le monde écoute ses doléances. Donc il a exactement ce qu'il veut. La ligne rouge qui consiste à ce qu'il n'y ait plus d'adhésion de pays de l'OTAN à proximité immédiate des frontières de la Russie, nommément en Ukraine, est devenue une réalité. Non pas que l'OTAN se ferme la porte à de futures adhésions, mais en tout cas, ce n'est certainement pas ni en direction de l'Ukraine et sans doute pas en direction de la Géorgie que cet élargissement pourra se faire dans les prochaines années. Cette annonce russe intervient en effet alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était ce mercredi en visite à Moscou. Ce dernier a estimé que la sécurité durable en Europe n'était possible qu'avec la Russie et ne pouvait être obtenue contre elle. En revanche, le pays se refuse de livrer des armes à Kiev, à l'inverse de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, mais pas seulement. Il s'agit moins de vente que de prêt d'armes ou de mise à disposition temporaire d'armement de la part d'un certain nombre de pays de l'OTAN. On a
à l'esprit les armes antimissiles britanniques que les Britanniques ont fournies aux forces ukrainiennes il y a quelques semaines, les Estoniens qui ont été aussi sollicités pour fournir de l'armement ou être en capacité d'aider dans le cas où les 40 000 hommes de l'OTAN qui sont mobilisables doivent envisager une conflictualité. L'Allemagne comme la France ont appelé ce mercredi à ce que l'annonce de la Russie soit suivie des faits. Et le chef de la diplomatie ukrainienne a aussi déclaré qu'il fallait le voir pour le croire. Elsa, selon vos constats, vous êtes plutôt en quel côté ? De quel côté je suis? Moi, je ne suis d'aucun côté, je me contente d'observer. Non, mais le chef de la diplomatie ukrainienne a raison d'adopter une position de Saint Thomas, entre guillemets, puisque effectivement, il faut le voir pour le croire. L'Ukraine, elle est officiellement en guerre depuis 2014 dans la région du Donbass, donc ils savent très bien que ça ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de négociations, et peut-être même, il y aura peut-être quelques escarmouches qui vont arriver, malheureusement, mais c'est peut-être plausible. Surtout que, on en parlait juste avant, les deux dernières cartes à abattre de poids de la part de Vladimir Poutine, c'est l'indépendance de ces deux fameuses républiques de Donetsk et Louhansk. Donc ça, c'est voilà. Du côté français, cette annonce du retrait de troupes russes a été accueillie avec un certain optimisme prudent, on va dire ça comme ça. Notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré, je cite, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Donc en fait c'est toujours pour dire la même chose, les paroles c'est bien, mais maintenant il faut passer à l'action. Il semblerait que les Russes aient commencé vraiment à se retirer. Donc voilà, ici c'est de l'optimisme prudent. Donc on va dire que la confiance n'est pas complètement établie entre les parties. Non, c'est un peu la même chose aussi pour le chef de l'OTAN qui disait aussi, voilà, bon, c'est très bien, une belle annonce, on est content que la Russie ait l'air de prendre le chemin des négociations. Donc il y avait un moment où on a cru que c'est un signe positif. Oui, tout à fait, mais voilà, maintenant, est-ce que c'est un réel retrait? Est-ce que c'est des manœuvres de troupes qui se font habituellement, parce que les troupes sont aussi amenées à changer d'endroit. Il y a aussi la date du 20 février pour les exercices militaires qui ont lieu en Biélorussie. Normalement, les troupes russes devraient quitter la Biélorussie le 20 février. Donc c'est dans quelques jours. Donc là, ça serait aussi intéressant de voir si les troupes russes quittent la Biélorussie, puisque dans ce cas-là, c'est un pays, c'est pas la Russie, c'est un autre pays, donc où ils effectuent des manœuvres militaires conjointes, mais qui aussi qui jouxtent l'Ukraine. Donc là, ce serait intéressant de voir si, dans ce cas-là, les troupes russes vont réellement partir. Et tout à l'heure, on a parlé du rôle des médiateurs des pays européens. Le chancelier allemand Olaf Scholz se trouvait à Moscou pour rencontrer mardi après-midi le président russe Vladimir. Il a été beaucoup plus précis et concret pendant ces deux échanges par rapport au président Macron apparemment. Donc, il a livré également un discours sur les accords de Minsk. Quelle est la contribution de cette médiation allemande, Elsa ? Alors, la dernière fois, j'ai été un petit peu dure avec Olaf Scholz. J'avais été un petit peu méchante avec lui. J'avais dit que ça ne donnerait rien, ces déplacements à Kiev et à Moscou. Et il semblerait qu'il ait été un petit peu plus efficace qu'Emmanuel Macron. Mais oui. Alors Olaf, vous savez que Vladimir Poutine est parfaitement germanophone. Donc il y a la barrière de la langue qui a été supprimée. Olaf Scholz a eu le droit à cette fameuse table de 5 mètres de long dans ce décor grandiloquent du Kremlin. Et donc il a eu le droit au même traitement qu'Emmanuel Macron. Mais effectivement, ce qui en est ressorti était encourageant. Et Vladimir Poutine a certainement entendu ce qu'il voulait entendre, puisque Olaf Scholz a dit la sécurité en Europe ne peut pas se faire sans la Russie. Donc Poutine a entendu ça, je pense qu'il est aussi un petit peu rassuré de son côté. Et puis il ne faut pas oublier qu'au niveau énergétique, et ça je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue, entre l'Europe et la Russie, c'est quand même... j'allais pas dire une histoire d'amour, c'est un petit peu trop lourd de dire ça. C'est des liens très étroits. Mais vous savez que très étroit, l'Europe dépend à 40% des livraisons de gaz russes. Les Russes n'ont jamais trahi leur contrat de ce niveau-là. Ils ont toujours livré leur gaz en temps et en heure, donc ce qui fait qu'on n'a jamais eu de problème de rupture de livraison de gaz, même en cas d'échauffement entre guillemets diplomatique. Donc effectivement, il y a ça, il y a le fameux gazoduc dont on parle toujours, Nord Stream 2, qui n'est toujours pas rentré en service et qui risque pas d'entrer en service si les choses continuent à s'envenimer. Donc il y a vraiment un sujet énergétique. Et
Les Américains qui sont en embuscade, jamais les derniers, qui réfléchissent éventuellement à nous livrer leur gaz naturel au cas où il y aurait un conflit avec la Russie et que la Russie ne voudrait plus nous en livrer. Donc il y a peut-être aussi des intérêts économiques à ne pas négliger là-dessous. Et comment mesurez-vous, Nicolas? Oui, sur ce point, je pense que le chancelier allemand, la position est un peu plus gênante, un peu difficile et sensible. D'un côté, je pense par rapport à la France, dont la tradition, disons, la capacité d'initiative de Berlin, c'est beaucoup moins que Paris. Et d'autre part, c'est comme Elsa avait bien indiqué, il y a cette, je dirais, la carte géoéconomique où l'Allemagne a joué un rôle très important. On sait que par exemple à Washington, Biden a dit bon, on pourrait cesser, disons, Nord Stream 2, etc. Tandis que les Allemands restent muets sur ce point-là. Donc là, c'est une conséquence beaucoup plus importante à la longue. Faut-il vraiment non seulement réorganiser cette carte géopolitique entre la Russie d'un côté et l'Europe, où les Américains, énergétiques américains jouent un rôle plus important, ou plutôt c'est qu'on a suffisamment prendre conscience de facteurs d'importance de cette liaison historique, économique entre les deux pays pour mieux calmer la situation, pour construire, disons, une Europe, y compris, disons, y compris la Russie, sur un cadre, disons, d'échange et de l'intérêt commun pour tous. Là, moi, je dirais, c'est probablement, ce serait une divergence ou divergence fondamentale entre Washington et Bruxelles. Et pour conclure cette émission, et comment évoluerez-vous la suite? Est-ce que c'est comme vous dites au début de l'émission, tout est scénarisé et par quel côté? Sur ce point, oui, moi je pense que, comme je peux le répéter, comme vent au cher, la Russie pourrait et raisonnablement baisser certaines revendications, notamment une certaine retour de situation avant 98 sur certains pays, disons, orientaux. C'est un peu, je dirais, irréalisable. En revanche, non l'adhésion de l'Ukraine, ce serait encore devient les bombes discordes entre Washington et Moscou. Et ce que personnellement je crois, c'était surtout on attend la nouvelle orientation, même hypothécaire, de Kiev sur une sorte de recalcul, réconsidération de sa stratégie, de cette, je dirais, d'intégration psychologiquement, géographiquement, économiquement dans les camps de l'Occident. Et pour le moment, ce qu'on a vu, le comportement des classes politiques de Kiev, certains signes ne sont pas très très clairs. Et pourtant, c'est décisif pour la sortie, pour l'issue de la résolution de cette crise. De toute façon, l'affaire n'est pas réglée et reste à voir si les déclarations et les propositions de chaque parti pourraient se réaliser sur le terrain et si les efforts des échanges diplomatiques vont avoir effet. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Merci Nicolas, merci Monsieur Su et Elsa de votre partage. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine édition de l'Essentiel.